les animaux qui les peuplent, migrateurs et sédentaires, du ciel et de la terre. Respirer, nous sentir liés à ce vivant, retrouver cette connexion perdue avec le temps, contempler les champs, les personnes qui les cultivent, réaliser que leur travail est essentiel à notre besoin vital, manger, et se demander quelle réalité est derrière ce rôle clé. Ce n'est pas juste que l'agriculteur qui trime, qui devient l'esclave d'une société comme ça. Et il n'a aucune influence sur les prix. Le problème de la grande culture, c'est qu'on est dépendant de l'industrie. Et c'est eux qui décident tout. En in Vlaanderen blijft men elke keer opnieuw kiezen voor een internationaal landbouwmodel, waarbij we ons compleet laten afhangen van de internationale geopolitieke situatie. En dat is allemaal heel goed, je kunt daar heel veel geld mee maken. Dat is ook heel goed voor een aantal beursgenoteerde bedrijven, die keuze. Maar dat maakt wel dat elke keer dat er iets gebeurt op dat internationaal niveau, dat wij als boeren de gevolgen dragen. Avant, il y a quelques années, on produisait et puis on se posait pas de questions. Moi je suis agriculteur, on est maraîcher. Beaucoup de collègues ils disent exploitation agricole. Ben non, c'est exploitation. Moi je ne vais plus qu'on parle de ça parce qu'on n'exploite personne. Mais eux ils exploitent réellement, quoi. Même s'ils sont en bio. C'est le problème de nos politiques qui signent sans arrêt des traités qui reconnaissent des équivalences de normes qui ne sont pas des équivalences de normes. Donc soit je suis dans mes valeurs et je gagne peu, soit je sors de mes valeurs pour gagner de l'argent. Alors que c'est un métier qui est éprouvant physiquement, une charge mentale importante, c'est lourd au quotidien. On peut vouloir se battre, on peut vouloir faire la guerre, mais c'est jamais la guerre qui va apporter des solutions, c'est plutôt vraiment ce qu'on va construire. Et si changer le monde commençait dans l'assiette? C'est la conviction de Ludo, grâce à qui toute l'aventure a commencé. Ludo, c'est lui, créateur de l'application Manger Local, coiffeur de formation, entrepreneur en éco-construction et papa de 2 filles de 15 et 10 ans. Oui, ça fait beaucoup. Mais il est comme ça, Ludo, passionné et avec toujours un nouveau projet en tête. Là, il restait sur sa faim, en ne voyant que des documentaires tournés aux 4 coins du monde, où les interlocuteurs sont généralement des auteurs, spécialistes et grands philosophes. Ce qu'il voulait, lui, c'est qu'on entende parler des gens de chez nous, partis de rien mais animés par une envie profonde de changer la donne. Alors, en tandem avec l'association Permavenir, en à peine 2 jours, une équipe est montée pour partir à la rencontre de celles et ceux qui réinventent notre alimentation, ici, en Belgique. Portés par notre mascotte Marius autant que par le vent, nous sommes 7 dans ce petit peloton bénévole, dont moi, Pamela. Sur la ligne de départ, nous ne connaissons pas encore nos étapes et nous ignorons où nous dormirons. Mais il transpire un désir commun de comprendre, d'agir et de partager. Tandem local. Bonjour. Oui, bonjour, Tandem Local à l'appareil. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de notre démarche, de faire le tour de la Belgique à la rencontre des producteurs locaux. Nous voilà partis pour 2 mois d'aventure. Je n'ai pas abandonné ma carrière comme agronome tropical parce que j'avais assez d'argent ou parce que je voulais devenir fermier. Non, il y avait des raisons. J'ai compris
que nous sommes sur une branche où on scie notre branche. Et j'ai remis tout en question. Et finalement, c'est comme ça que je suis arrivé ici. Dans l'agriculture, ce n'est pas digne que ce secteur, ici en Europe du Nord aussi, n'a rien à dire au point de vue prix. On sait très bien que les fermes ne gagnent pas un équivalent d'un ouvrier. Ce n'est pas digne d'avoir une petite marge de la population qui végète sous ces conditions. Que la population majoritaire, les 99% qui sont consommateurs, qui tolèrent ça. On peut crier sur ce qui se passe à l'étranger, mais qu'on regarde ici tout près aussi. C'est peut-être ridicule ce que je dis. Quand je vais à Libramont, à la Grande Foire, vous savez ce que je vais observer? Les vieux couples fermiers qui sont courbés, qui savent presque plus marcher, qui ont peut-être 60 ans, tellement déçus de la vie. Ça, c'est Libramont pour moi. Je voudrais que les consommateurs ou les gens en général comprennent la liaison qui existe dans la dégradation du sol avec notre système capitaliste mondial au point de vue alimentation. Moi, j'ai interpellé un fermier hier qui allait pulvériser et je lui disais il n'y a pas d'autres alternatives et il m'a répondu écoute, on a commencé à diminuer de plus en plus. Donc je pense quand même que les agriculteurs de plus en plus commencent à voir qu'on leur impose à mettre une certaine quantité pour la vendre uniquement et non pour protéger leur sol. Ils crieront mort pour Monsanto. Ils triment alors, et comme je t'ai dit, tôt ou tard, ils vont intensifier avec des machines, même un mini-tracteur qui charrue à 20 cm, c'est un crime contre l'humus. Mais ils ne voient pas qu'ils ont les moyens aussi. Mais il faut aussi tenir. Si tu as des dettes, c'est sûr, à la banque ne t'excuse pas si tu ne sais plus payer. Mais alors, le seul échappatoire, c'est de violer la terre. C'est la défaite de l'État. Ils ont abandonné qu'est-ce qui est bon pour le commun, le bien commun. Et ils se sont retirés. C'est grave d'arriver là, qu'une partie de la population maintenant est conçue uniquement comme consommateur pour faire tourner l'argent, pour pouvoir écrémer le gain. Être né uniquement pour être consommateur dans les sociétés riches, c'est grave. Si jamais un jour je devrais reconnaître ça, que j'ai fait partie de ça, je me suiciderais. J'insiste sur le facteur empoisonnement de la nourriture. Soyez conscients qu'on vous empoisonne tous les jours. Mais je n'ai pas peur de quelque chose, parce que j'ai une confiance en moi. En faisant, on apprend. C'est de dire dès le départ, je ne suis pas capable, ça veut dire qu'on se condamne. Mais malheureusement, les gens n'ont plus confiance en eux. Le futur de nos enfants est rose après la catastrophe. Au début de l'année, pour la première fois, en place de souhaiter bonne année, bonne chance, j'ai souhaité une bonne catastrophe, vite, climatique. Je ne crois plus à l'intelligence de l'homme, parce que nous avons des tonnes de documents qui nous indiquent le chemin, qui nous montrent les erreurs que nous avons commises en développant notre société comme de consommateurs à outrance. Mais on ne prend pas des décisions qui vont dans la bonne direction radicalement
pour sauver éventuellement l'humanité, pour avoir une survie. C'est pour ça que je ne crois plus à l'intelligence. Je crois seulement qu'il faut le couteau à la gorge. Et le couteau à la gorge, c'est uniquement la nature qui peut nous le mettre, jusqu'à ce qu'on accepte que ou nous changeons radical, ou nous allons disparaître. Avec une force. Je fais de la muscu tous les jours. Je suis chez l'axe. De crevaison, ça fait beaucoup. En vieillissant, on se pose parfois des questions où on cherche des réponses qu'on ne s'imagine pas quand on est plus jeune. En voyant la nature, spécialement quand je suis dans les montagnes en Suisse, j'ai une telle joie de voir cette beauté et une telle envie de vivre sérieusement. Il faut avoir le courage maintenant d'exiger qu'on arrête à démolir notre terre. Bon, ça donne le ton. Rudolf sème en nous la révolte avec une lueur d'espoir. Nous avons envie d'aller plus loin, de remonter de l'effondrement aux sources de la vie, à contre-courant. Je suis partie en Australie à 14 ans environ. J'ai rencontré par hasard Peter qui vivait en autarcie là-bas et qui avait super peur de la fin du pétrole. Et alors il n'arrêtait pas de parler de semences, tout le temps, de dire sans semences on va nulle part, ce serait la famine, on ne saura même pas produire nos légumes. Alors je suis rentrée en Belgique, j'ai hésité à faire des études où je ne savais plus quoi faire parce que c'était la fin du monde dans 5 ans, il m'avait dit, donc du coup j'étais perdue. J'ai fait des études d'ingénieur agronome et je me suis dit, mais zut, j'ai vraiment rien à perdre, je fais des semences. Donc les grands groupes semenciers en général déposent des certificats d'obtention végétale en Europe et des brevets dans le reste du monde qui font qu'on n'a pas le droit de reproduire ces semences. Et nous, par contre, ce sont des semences soit libres, soit qui sont dans un catalogue alternatif, soit qui sont pas au catalogue pour quelques variétés. Et du coup, tout le monde peut les reproduire, il n'y a aucun souci. C'est pas notre objectif de restreindre la reproduction. L'idée, c'est que tout le monde puisse faire ses semences et vivre. C'est l'autonomie alimentaire. Les semences de grands semenciers, de grands groupes semenciers sont uniquement sélectionnées pour 2-3 facteurs. C'est la productivité et le stockage en caisse. Oui, et alors le troisième, c'est le calibre. Il faut vraiment un calibre hyper clair. L'aspect nutritif, il s'en fiche complètement. Or, quand on sélectionne pas pour l'aspect nutritif, et petit à petit, on n'a plus que de l'eau dans les tomates ou dans les légumes et on n'a plus les éléments minéraux. Oh, quand je suis rentrée ici, je suis devenu fou, moi. Et puis alors, ce sont des variétés, pour revenir à la base, qui sont vraiment pas adaptées à chez nous et qui sont pas reproductibles la plupart du temps. Et du coup, mon objectif, c'était vraiment de faire des semences qui sont produites chez nous par de la main-d'œuvre belge. Donc on crée de l'emploi. C'est des semences bio qui sont saines et des variétés qui sont adaptées à chez nous. Et l'objectif de Cyclanterre, pour le moment, on est dans une époque un peu charnière pour nous, où on a besoin de développer un réseau de maraîchers, d'avoir des maraîchers dans la Wallonie, même en Flandre et à Bruxelles, qui produisent des semences pour nous. On est entre une super production chez nous, qu'on doit petit à petit transformer en une production qui vient de la Belgique entière, pour se fortifier et fortifier le réseau de producteurs, parce qu'on ne peut pas vivre juste sur nos acquis à nous et notre petit lopin de terre. Nous non plus, nous ne voulons pas rester sur nos acquis, dans notre zone de confort. Poussés par le vent du Nord, nous avons envie d'explorer la diversité qui fourmille en Belgique. Je suis paysan. Actuellement, je travaille sur de groentelaar. Spreek je Nederlands eigenlijk? Nee? French. J'ai toujours voulu être paysan quand j'étais un enfant, mais il n'y avait pas vraiment un espace sur les fermes biologiques dans mon coin. Alors moi, avec quelques amis, on a créé cette ferme ici, de groentelaar, et on espère de donner en fait une future à notre région, autant pour le secteur agricole
que pour des jeunes comme moi qui cherchent vraiment à travailler la terre, à travailler avec leurs mains dans cette terre-là, mais aussi à s'affilier à la production de nourriture dans une terre tellement fertile et tellement riche. Ici en Flandre, on n'est pas là pour soutenir des fermes comme la nôtre, ni pour aider mes collègues conventionnels à durabiliser leurs fermes. Alors on doit inventer tout nous-mêmes, faire la vente, faire la logistique, faire la production, gérer une équipe, former de nouveaux nés dans l'équipe, créer des réseaux avec mes collègues paysans, chercher des terrains. Alors c'est vraiment une vie qui est parfois un peu trop chargée. J'aime bien ça, mais la fatigue, parfois c'est dur, quoi. Parfois c'est lourd. C'est très compliqué de dire que la Belgique, c'est quelque chose d'unifié au niveau d'agriculture. Parce qu'on a fait un choix politique de diviser les deux communautés au niveau de leur politique agricole. Et je constate franchement qu'en Flandre, on a vraiment choisi un autre autostrade qu'en Wallonie. En Wallonie, on a plutôt choisi un sentier. Et je sais qu'en Flandre, en général, on se moque de ça. On dit, ouais, les Wallons, plus lentement. Mais en fait, je pense que Wallonie est en train d'investir dans leur peuple. Ils sont en train d'investir dans leur terre et dans leur secteur agricole. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de créer une mode de survie. Et l'absence de cette stratégie de survivance en Flandre, c'est pas seulement quelque chose de hyper bête, parce que c'est une stupidité que la région flamande crée dans ses marchés internationaux. Le moment que tout implose, le moment que tout explose, alors je pense que la stratégie qu'on a choisie en Flandre, c'est une mauvaise stratégie. On ne se rend pas compte que notre terre est super fertile, mais qu'on est en train de la gaspiller, qu'elle est en train d'éroder. On ne se rend pas compte que chaque choix pour un marché international est un choix pour quelque chose d'assez fragile. Parce qu'un nouveau président au Brésil, ça change tout. Un nouveau président dans les États-Unis, ça change tout. Un nouveau Brexit, ça change tout. Et nous, on est chaque fois de nouveau comme des lapins, avec une peur énorme pour chaque changement qu'on a dans les marchés internationaux. Et je pense qu'on n'aura pas besoin de ça si on sera un peu plus proche de nos collègues en Wallonie, si on sera un peu plus attentif de leurs choix et si on demandera à eux pourquoi tu fais ce choix-là. Mais je pense qu'une société qui fait des investissements pour le long terme est une société beaucoup plus solide qu'une société qui fait des choix pour le court terme et le grand argent, quoi. Et je pense la raison pour laquelle je puisse continuer jour après jour à gérer une ferme, à survivre toutes les défaites. Je sais ce que ça veut dire lutter pour une société meilleure. L'aspect de connaître et d'avoir des liens internationaux, ça t'aide beaucoup à te réaliser que même avec les difficultés, tu as une vocation qui est plus grande que ça. Parce que les problèmes, les difficultés pour un paysan ici en Flandre, ce sont presque les mêmes que celles en Wallonie. Et si on a une vue internationale, on voit que beaucoup des sujets, ça revient toujours. L'accès à des marchés, l'accès à des sols, pouvoir construire une agriculture qui n'est pas nécessairement fort productiviste et qui n'est pas faite pour une industrie agro-industrielle, mais qui est faite pour une société réelle, une société des gens, une société des mangeurs. Ça, c'est quelque chose qui me la rend très logique de devenir militant et de rester militant autant d'être un paysan. Le lien entre la campagne et la ville, pour moi, c'est facile parce que je connais bien le monde des villes. J'en faisais partie quand j'étais un peu plus jeune. J'ai beaucoup d'amis qui sont engagés pour le secteur agricole, mais qui habitent dans la ville. Alors j'ai beaucoup de liens avec les villes au niveau personnel. À côté de ça, je vends la plupart de ma production actuellement à Bruxelles. Et ça, c'est le grand défi de Belgique, c'est Bruxelles. Hein? Moi, personnellement, grâce au choix politique qu'ils ont fait à Bruxelles, notre ferme a une future.
grâce à ces choix-là, moi je peux arriver avec ma production à Bruxelles et la vendre parce que je sais que non seulement le gouvernement est ouvert à une agriculture durable, à une culture alimentaire et blablabla, c'est aussi les gens eux-mêmes qui sont très réveillés et qui cherchent vraiment leur nourriture de tout proche. Il faut qu'on se connaisse très bien, qu'on communique beaucoup. Et je crois que la façon de faire le plus solide dans ce sens, c'est de le faire ensemble. Je suis très fier de la ferme actuellement. Je vois qu'on fait des bons choix. Je sens qu'on fait des belles choses. Alors j'espère qu'au niveau économique, on survit. Et je pense que cette action de survivre comme paysan ou comme ferme, c'est déjà un acte politique primordial. Et après, j'espère aussi que les avances que notre ferme elle fait, que ce sont des choses qu'on peut partager au niveau de notre région, ici, Pajottenland, et que je peux vraiment dire à mes collègues qui font de l'agriculture conventionnelle, regarde les gars, vas-y, et allons ensemble vers cette agriculture plus durable. Il y a un marché biologique pour la production biologique. Tu as ta ferme, tu as le terrain. Faisons vraiment une monde des rêves, quoi. Créons cette région rêvée dans laquelle l'eau est a priori presque potable dans ces rivières, quoi, parce que notre agriculture est durable. J'espère aussi que, comme société, on puisse survivre les changements climatiques qu'on va toucher, oui ou oui. Je crois qu'on peut plus s'échapper d'un changement. Espérons que ça ne soit pas un changement climatique trop fort, mais j'espère que nous, comme société, on est assez solide pour créer un système d'alimentation qui fait que ce monde, dans sa totalité, ne devient pas un monde chaotique. Et j'espère que les réfugiés d'aujourd'hui, c'est les voyageurs de demain qui veulent voir le monde et qui ne sont pas en train d'enfuir leur région où l'argent a pris leur terrain, ou dans laquelle le pétrole a créé une guerre. Et en fait, je pense que l'agriculture, c'est vraiment un outil pour faire de ce monde un monde d'une utopie, quoi, un monde d'un rêve, quoi. Mais pour ça, il faut investir dans une agriculture qui est locale et qui n'est pas basée sur des marchés anonymes, mais qui est vraiment un marché qui fonctionne pour les gens. Et j'invite des collègues paysans à observer ce que je suis en train de faire. Et dans cette invitation à mes collègues, je n'ai pas peur de montrer quelque chose qui n'est pas encore fini. Je veux montrer ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qu'on va faire cet investissement-là. Je peux attendre 15 ans et après amener mes collègues dans un monde de rêve et dire regarde, ici tout est beau, tout fonctionne déjà bien, tout est opératif depuis 10 ans. Mais je pense que dans 15 ans, on n'aura plus le luxe de dire regarde, ça c'est comment moi je l'ai fait dans le temps. Je crois que maintenant on doit le faire et on doit vraiment le faire tous ensemble, quoi. Et pour ça, je veux aussi que chaque rêve que moi je concrétise chez De Groentelaar, que ce soit un rêve partageable. Que je ne cesse pas de créer tous ces liens qu'on est en train de créer avec mes collègues, avec des gens et leur vie quotidienne, quoi. Je veux en fait que les gens ils se réalisent qu'aujourd'hui, on a presque perdu ce qui est culture. Et l'agriculture, c'est le truc qui va t'aider à retrouver ta culture à toi. On vit dans une société qui est acculturisée et l'agriculture, elle peut nous donner de nouveau un fond, quoi. Et ça, c'est ce que j'espère vraiment. C'est non seulement ce que tu vas manger, c'est aussi ce que tu vas planter dans ta tête. Et c'est là que tout va de nouveau commencer, quoi. C'est là que le carnaval s'organise, c'est là que les fêtes du fin de l'année s'organisent, c'est là que tu vas te réaliser que le solstice est quelque chose de très grand, quoi. Et maintenant, il y a une absence de tout ça, de tout ce contenu, de toute cette puissance, de toute cette magie. Et il faut croire dans cette magie-là. Et l'agriculture, elle peut t'aider. Nous
nous quittons Thèse renforcés dans l'idée que, plus que jamais, l'union fait la force. Une force qui passe par une meilleure connaissance de l'autre, dans sa diversité. On va bien dormir. Ah oui. Au-delà des divisions communautaires et des clichés bien ancrés. Pour comprendre et non juger. Alors, le pire, je pense qu'on est au ciblage. Tout cela nous encourage à sortir la tête du guidon, à arpenter d'autres dénivelés dignes des escalators du métro anversois, à découvrir d'autres horizons et, une fois encore, à nous remettre en question. Comme ici, bienvenue aux œufs du paradis. Un paradis qui se vit en famille du côté de Brugelette, dans le Hainaut. Quand j'ai repris l'exploitation, on a continué comme d'habitude. On écoute ce que les marchands de phyto disent, ce que certains marchands de phyto disent. Ils viennent, ils vendent les semences, puis ils viennent, ils vendent les produits phyto. On sent vraiment qu'avant de venir chez nous, ils savent déjà ce qu'ils vont nous faire pulvériser, sans même aller voir le champ. Donc très vite, je me suis rendu compte que ça n'irait pas. Et donc là, je me suis quand même dit, à mon avis, il y a moyen de faire mieux, de revoir un peu cette façon de travailler, de le faire un peu plus soi-même, d'être beaucoup plus dans ses parcelles, surveiller beaucoup plus, et faire un choix dans les négociants qui viennent de pas prendre ceux qui sont les plus à pousser les produits. Certains, même pendant l'hiver, dans le temps, venaient et disaient, voilà, on vous propose de vous verser déjà de l'argent et comme ça, vous avez X hectares de ça, X hectares de ça avec nous. Voilà, nous on prévoit déjà tous les produits. Mais comment sait-il prévoir les produits de l'hiver alors qu'on ne sait pas le climat qu'on va avoir? Ça m'a toujours frappé et c'est pas le genre d'agriculture que moi je veux et que je pense que si c'était pour continuer comme ça, je n'aurais trouvé aucun intérêt dans le métier. Comme je suis arrivé, j'ai repris l'exploitation familiale qui est déjà assez conséquente. Se dire du jour au lendemain, on passe en bio, c'est pas facile. Je pense surtout qu'il y a d'autres choses à mettre en place avant de supprimer complètement la chimie. Il faut déjà essayer de faire revenir un maximum de biodiversité sur son exploitation. Oui, on nous demandait si elles allaient sortir quand il pleut, mais oui, quand il pleut, elles s'occupent de la marche. Ah ouais. Il y a 90% des œufs le matin et... Ça vient, hein? Ouais. Ah, quand elle revient de l'école, souvent, c'est papa, t'as déjà récolté les œufs? Non. Ah, alors on va aller à l'œuf. Elle aime bien. Moi, j'ai voulu avoir une autre activité avec mon épouse sur l'exploitation. Et donc, on s'est lancé dans un élevage de poules pondeuses. À la base, notre projet, c'était de faire un bâtiment pour des poules pondeuses bio. Et c'était un grand bâtiment parce que maintenant, il faut au minimum 9000 poules pondeuses pour du bio. Donc voilà, donc on avait un projet de faire un bâtiment pour 9000 poules pondeuses bio. On a eu le permis, mais malheureusement, par après, on avait déjà commencé le terrassement, tout ça. Un des voisins est parti au Conseil d'État. Et voilà, alors qu'on est en pleine campagne, on est en zone agricole. Maintenant, le projet, nous, on voulait le faire, on voulait produire des œufs. Et donc, en cherchant un peu, pour ne pas être à l'arrêt le temps du Conseil d'État, on a trouvé ce principe de poulailler mobile, c'est des poulaillers allemands. On s'est dit, oh, ça c'est vraiment un chouette concept. Qualité de vie des poules, qualité du produit de l'œuf. Et donc on s'est lancé. On retrouve vraiment un autre côté de l'agriculture que moi je n'avais pas sur mon exploitation. C'est le contact avec le consommateur. Donc comme on vend tous nos œufs en direct, on a des retours. Quand on voit les poules qui sont heureuses, le produit qu'on fait, la satisfaction des gens qui mangent cet œuf et qui nous disent je retrouve l'œuf de ma grand-mère. C'est du boulot, mais c'est le poulailler bien conçu.
Et donc c'est autonome en électricité, il y a des panneaux solaires sur le toit. Donc ce courant sert pour la lumière, la clôture électrique, l'ouverture, la fermeture des trappes, l'aération du bâtiment. Les poules ont à chaque fois une herbe fraîche toutes les semaines. Parce que les poules, elles ont toujours un peu peur d'aller très loin du poulailler et vont souvent quand même rester un peu autour. Et donc elles vont picorer l'herbe autour, comme on voit un grand bâtiment industriel. Pour finir, il n'y a plus d'herbe autour du bâtiment. Mais là, ils ne savent pas le déplacer. Donc les poules, dès qu'il pleut, elles sont dans la boue. Et donc il y a beaucoup plus de problèmes de parasitisme et tout ça. Tandis qu'ici, dès qu'il n'y a plus trop d'herbe, on le déplace. En été, c'est toutes les semaines. En hiver, quand il pleut trop, là parfois ça m'arrive après 4 jours, hop, je le déplace, 4-5 jours, je le déplace, pour vraiment qu'il y ait toujours bien de l'herbe autour du bâtiment. Quand on voit le trèfle en fleurs et tous les pollinisateurs qui sont dedans, on se dit on fait encore un geste supplémentaire pour la biodiversité. Allez, ouais, grimace, 3, 2, 1. Tout au long de notre échappée, nous nous sommes laissés guider par le bouche à oreille, quand ce n'était pas le hasard. Bien que certains disent qu'il n'est pas de hasard, qu'il n'est que des rendez-vous. En chemin, nous avons pleinement senti que se rapprocher de la Terre nous rapprochait aussi des humains. Tous ces gens qui nous ont accueillis et tendu la main et permis de recharger nos batteries. N'importe où, on passe. Ça bosse dur ici. Je fais de la traduction. Meer dan een boerderij, we spreken Nederlands. Différence entre un œuf conventionnel et un œuf de poule heureuse, expérience 1. Normal. Il s'est secoué dans mon vélo. œuf conventionnel et œuf des œufs du paradis. Je peux seulement travailler avec Rio. Chaque matin est le début d'une nouvelle aventure, avec ses nouvelles questions, ses nouvelles solutions, puis ses nouvelles difficultés sportives. Prochain arrêt, Bertry. Nous voici à présent au cœur des Ardennes. Nos cuisses nous rappellent que le plat pays n'est pas si plat. À l'image de regard de Stéphane, qui ne manque pas de relief, sur son métier comme sur notre vie en société. Mais en fait, moi j'ai toujours eu envie d'être fermier. Même quand j'étais petit, je jouais à la ferme, je voulais être fermier. Puis, comme j'apprenais plutôt facilement, je me suis dit tout de suite que c'était pas. Je ferais des études, je travaillerais en ville, des choses ainsi. Et puis j'ai fait des études de journalisme et je n'ai jamais plus pensé être fermier. J'ai quitté le journalisme, j'ai eu un travail équivalent. Enfin, je travaillais dans les zones Natura 2000, la protection des espèces, comme équivalent d'ingénieur agronome, si on veut. Et puis j'ai découvert qu'en fait, il y avait des possibilités de renouer avec mon vieux rêve. Et à ce moment-là, j'ai acheté des vaches en 2011. Quand certaines personnes pensent qu'il est mieux de ne plus consommer de viande, d'abord, ce sont souvent des urbains. Et donc, j'ai tendance à penser qu'en ville, il est facile d'imaginer un monde naturel complètement sublimé et violé par l'homme en permanence. La belle preuve, c'est que la ville est le plus bel aboutissement, finalement, du milieu naturel totalement discipliné par l'homme. Pourtant, si on étudie un peu les espèces, on se rend compte que traditionnellement, 50% de la biodiversité était liée à l'élevage. Et donc l'élevage, depuis des millénaires, contribue à la biodiversité, mais en s'intensifiant, peut éliminer tout ce qu'il a créé, parce qu'on rentre dans des pratiques industrielles qui ne correspondent plus à un travail avec le vivant. Regarde, tu vois, les vaches sont en train, m'ont entendu. Et les grosses!
Eh les filles, on s'en va pas. Je suis un éleveur un peu particulier dans le sens où j'ai toujours pensé à l'écologie. Depuis que je suis petit, à 5-6 ans, je voulais faire des nichoirs, j'observais les oiseaux, je les dessinais. J'ai recueilli à peu près toutes les bêtes sauvages. Dès qu'il y avait une éclopée, il fallait faire une clinique à la maison. Et donc, j'ai toujours trouvé qu'on évoluait dans des paysages ici en Ardennes magnifiques et que je voulais les préserver. Donc j'ai toujours adoré ma région. Il m'a toujours semblé que l'élevage contribuait à cette beauté des paysages, puisqu'il était globalement en extérieur, dans des univers de prairies. Et donc, il était parfaitement possible et d'élever et de protéger la nature. Pour moi, c'est important. Sur les pesticides, j'ai toujours été contre. Et sur les sujets de réchauffement planétaire, je dirais que c'est beaucoup plus complexe. Personnellement, j'ai un petit peu du mal avec les mouvements actuels qui sont souvent, je trouve, très hypocrites. C'est-à-dire, supprimons la viande avec des chiffres qui sont largement exagérés. Donc pour moi aujourd'hui on a un développement du numérique, un développement des voyages en avion et par tous les modes de transport possibles. On développe sans cesse des systèmes qui demandent plus d'extraction minière pour les batteries, enfin tout ce système qui a une hyperinflation capitaliste. Et derrière disons qu'il y a un peu cette idée expiatoire que la vache serait le problème. Mais en Belgique, particulièrement en Wallonie, on est sur des systèmes qui sont encore très herbagés, sans être aussi extensifs que le mien. Et donc la viande n'est pas du tout un problème en Wallonie. Pas du tout un problème en Wallonie. Si ce n'est les éleveurs qui utilisent un peu de soja dans leur ration. Donc je plaide pour un système de viande tout à l'herbe. Donc la Wallonie devrait diminuer sa production de viande et produire l'entièreté à l'herbe. C'est absolument durable. Il y a des fois, tu vois même pas qu'elle sort en sac. Ah ben si, c'est le veau. Moi, je mets le taureau avec. D'ailleurs, je suis même en retard, c'est parce que je m'étais blessé à la main. Sinon, le taureau, ça ferait déjà 15 jours, 3 semaines qu'il serait avec. Et donc, quand c'est comme ça, il se balade, il fait son travail et c'est celles qui choisissent, quoi, tu vois. Donc ça, effectivement, j'ai pas de maîtrise sur savoir à quel moment ça se fait. Mais justement, en mettant le taureau à telle période, je peux pronostiquer à peu près à quel moment les vélages se feront, quoi. Donc, les vaches, alors quand elles sont trop vieilles, c'est pour la viande? Pour être franc, il y en a que j'aime tellement bien que j'ai vraiment du mal à m'en séparer. Et dont celle-ci, par exemple, elle est quand même déjà un peu maigre. J'aurais pu, depuis un moment, l'évacuer. Mais j'ai envie qu'elle vieillisse, voilà. Je fais jamais de viande de veau. Ouais, okay. Ça leur laisse vraiment une vie. Ah mais ça n'a aucun intérêt. Premièrement, j'aime pas la viande de veau. Et en plus, j'ai quand même pas envie d'aller tuer une bête pareille, quoi, tu vois. Ah non. Je trouve qu'il y a une énorme hypocrisie parce que les gens connaissent peu les sujets et que tuer un animal, c'est très facile à voir. Par contre, se demander si, parce qu'on a été à Tomorrowland ou dans un autre festival, quel a été son impact en termes de production, de déchets générés, de sites abîmés, on ne se pose jamais ces questions-là. On va au sport d'hiver sans se demander si, d'avoir dû redessiner toutes les pistes à la pelleteuse, combien on a foutu en l'air de marmottes, de tétras, d'oiseaux qui vivent dans la montagne et d'animaux qui seraient dans la montagne si on n'y prenait pas notre plaisir. Et donc ça, dès qu'il y a un grand plaisir derrière, on ne se pose pas les questions. Par contre, que des éleveurs, les derniers primitifs de Belgique en prennent plein la gueule parce qu'ils seraient coupables d'élever des vaches et de les emmener à l'abattoir, je trouve que là on rentre dans le dérisoire, même dans l'infantile. Allez, viens. Allez, on va voir. Tiens, tu viens? Hop là. Ah ben c'est ça, moi je voulais j'aime bien les beaux milieux comme ça, donc c'est vrai que j'y venais déjà parce que j'ai habité le village en fait ici. Je suis déjà tombé nez à nez avec la cigogne noire qui était juste là dans le ruisseau, quoi, qui est un animal superbe. Moi je pense que c'est prioritaire de consommer local, que c'est hyper important de consommer local, parce qu'on permet à des éleveurs justement de s'extraire du marché mondial et d'être obligés, poussés dans le dos, obligés à faire de la merde pour satisfaire les prix du marché. Donc quand on consomme local, on permet à l'agriculteur d'avoir des pratiques beaucoup plus qualitatives. Et ce qui est formidable, c'est que généralement quand on consomme local, on consomme aussi bio. Et l'agriculture biologique, j'y vois pas tellement un aspect santé, parce que l'aspect santé, j'ai tendance à dire, c'est notre égoïsme profond à nouveau, la santé. Même s'il n'y avait pas de différence sanitaire, je dirais quand même aux gens, mangez bio. Simplement parce que le bio change les paysages, parce qu'il va permettre dans un champ de céréales d'avoir encore des fleurs sauvages qui elles-mêmes vont servir à des pollinisateurs, qui eux-mêmes vont nourrir des oiseaux. Donc c'est sans fin. Et donc c'est vrai que l'agriculture biologique, pour moi, respecte beaucoup plus les sols, beaucoup plus le vivant qui coexiste et transforme, bouleverse dans un sens positif les paysages pour leur rendre un côté beaucoup plus agréable à vivre.
Et même ça, un magnifique paysage, ça a une valeur. Parce que je veux dire, quand on vit dans des paysages qui sont magnifiques, on n'a pas besoin de s'évader, de partir en vacances au bout du monde et de générer du CO2. On a envie de rester chez soi parce que c'est beau et de travailler à rendre son chez soi encore plus beau. L'effondrement de l'économie, c'est parfaitement possible. L'effondrement de l'économie, il pourrait avoir lieu si les marchés d'approvisionnement agricole étaient à ce point mis sous tension que ça crée des conflits. Parce que les pays qui importent de la nourriture ne sauront plus l'importer. Trop de concurrence, les prix trop élevés et pas à manger pour tout le monde, ça pourrait créer des tensions géopolitiques majeures. Et donc qui mettrait un frein à cette espèce de libre-échange qui permet tous les rêves et toutes les consommations. À partir de là, on reviendrait au principe de nation, et de nations obligées de produire localement. Mais ce qui veut dire qu'ils généreraient beaucoup moins d'hyper-richesses qui pourraient être réinvesties pour la société de marché comme on la connaît aujourd'hui. C'est une société qui date de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Je parle avec Michael Dossa, je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose, c'est un mec qui a une ferme Haute-Destinée ou un truc comme ça. Il faut se dire que voilà 60 ans, les gens ici travaillaient encore avec des chevaux, les femmes étaient des paysannes avec des fichus pour garder les cheveux propres et qui allaient ramasser des fagots de bois. Donc c'est vrai qu'on oublie d'où on vient. On oublie d'où on vient et on oublie où on pourrait retourner très vite. Et se dire que cette hypermodernité, ça pourrait être une parenthèse enchantée et qui nous permettrait, qui nous ferait arriver rapidement à un point de richesse qui soit inférieur à ce qu'on a connu jusqu'alors, mais en plus en ayant perdu toutes les connaissances. Parce que si on devait retourner à la vie qui précédait la Deuxième Guerre mondiale, on a perdu toutes les connaissances. La majeure partie des connaissances. Et donc ça, je crois que ce serait un problème incroyable et que la société affronterait un péril très important. La Belgique aujourd'hui, par sa production, est en capacité de s'auto-alimenter. Mais ça veut dire produire moins de viande, manger un peu moins de viande, c'est pas un problème, augmenter notre production de légumes, de céréales panifiables pour le pain, et alors arrêter de faire des biodiesels et ce genre de foutaises, qui sont produire de la matière sur nos sols pour les foutre dans les moteurs. Je veux dire, ça n'a aucun sens. C'est pas des biocarburants, c'est des carburants qui génèrent une pollution. Et on a tout un paquet d'industriels qui comprennent aujourd'hui qu'on peut créer de nouveaux marchés, mais qu'il faut mettre bio, éco devant et que ça fonctionne. Et qui n'hésiteraient pas à détruire la planète en marquant bio, éco avant ça. On a une chance dingue en Belgique qu'on n'exploite pas du tout, c'est que les meilleures terres sont autour des villes les plus densément peuplées. Ce qui veut dire qu'autour de Bruxelles, de Charleroi, de Ath, Tournai, Liège, on peut parfaitement cultiver pour nourrir les villes. Donc le débat n'est même pas celui de créer des fermes en ville, ça ce sera de toute façon marginal. Mais on a les meilleures terres autour de nos villes. Et donc plutôt que de produire de la betterave pour l'exportation, pour faire du sucre qui nous rend diabétiques, on pourrait parfaitement produire des légumes en suffisance pour nourrir notre population dans les villes. C'est faisable. Mais il est clair que ce genre de réflexe, on va le discréditer tout de suite. On va appeler ça du repli national. La volonté de revenir dans ses frontières. C'est pas absolument pas ça. C'est juste qu'aujourd'hui, le mythe du progrès, c'est le tout planétaire. Et donc ce mythe du progrès, il demande une énergie de dingue, une exploitation de la planète de dingue, et il commence à se révéler à bout de souffle. Et pourtant, il y a encore une fuite en avant, avec des traités de libre-échange à tout va. Et aujourd'hui, on a quand même d'énormes capitalistes qui ne rêvent que d'une chose, la liberté totale de circulation des marchandises, la liberté totale de circulation des hommes, et on déplace les hommes comme on déplace un troupeau de vaches. C'est-à-dire, là où il y a de la bonne herbe à brouter, on met les vaches. Là où il y a des bonnes terres économiques à brouter, on met les hommes. Et ainsi de suite, en fonction des besoins du capital. Le libéralisme, dans sa forme la plus pure, mais probablement dans sa forme la plus prédatrice, la plus dévastatrice, et la plus négatrice de notre besoin d'ancrage aussi. De notre besoin aussi d'apprécier le monde qui nous entoure, sans se dire qu'on est malléable et déplaçable comme des animaux. Ce qu'on peut faire, c'est évidemment prendre chez des producteurs locaux,
des maraîchers locaux, bio, arrêter avec sa connerie de pelouse, faire du jardin à la place, s'acheter 4 poules, que chaque personne augmente son autonomie alimentaire. Et que ce qu'elle n'arrive pas à produire chez elle, elle aille le chercher chez un producteur voisin. On doit être un citoyen du local et qui quelque part construit localement quelque chose de pérenne qui dans le temps va pouvoir durer. Je suis pas d'accord quand je lui reprends la pitance. Hein. Je me suis rendu compte que je ne mange pas tant de viande que ça. Parce que je mange uniquement de la viande que je produis. Et donc, je mange du bœuf, la Highland que je produis, et je mange des poulets qui sont nés chez moi, poussins, enfin, ils sont nés sous des poules ou dans une couveuse, et qui ont été élevés sur mes terrains, et avec juste le grain que je vais acheter, et c'est la viande que je mange. Donc, j'en mange pas tous les jours, je mange de la viande 2, parfois 3 fois semaine, et en fait, c'est à peu près tout. Évidemment, je mange des œufs, des choses comme ça. J'aime la viande, je l'apprécie, mais je ressens pas le besoin d'en manger tous les jours. J'ai une alimentation avec des maraîchers locaux, avec des œufs de chez moi, avec des pâtes de fermes aux alentours qui font des pâtes. Et tout ça, ça permet de bien manger tous les jours. Et je suis très content quand je me prends un bon morceau de ma barbaque. Et à ce moment-là, voilà, c'est aussi la fête à la maison, quoi. On a tous entendu la viande, première cause du dérèglement climatique. La sensibilité des végétariens de l'équipe a été parfois un peu piquée par le discours de Stéphane. Merci pour les citadins bobos, bouffeurs de graines et de jus de carottes. Mais il nous a tous fait réfléchir en nous offrant une autre perspective. Au-delà de nos choix alimentaires respectifs, on a tous vu le cœur, la passion, le sens qu'il met dans son travail. Bien loin du modèle industriel et productiviste déconnecté du vivant, qui réduit les animaux à de la marchandise. Agir en harmonie avec le vivant. Une ambition commune à de nombreux producteurs que nous rencontrons au cours de cette aventure. Ils veulent produire du bio, du local, de la qualité. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière ces mots ? Quand j'ai repris à la retraite de mon père, là j'étais libre et j'ai décidé de passer en bio parce que déjà avant on le voulait. Pourquoi ? Parce que mon grand-père, avant la guerre 40, comme les vieux disent, il était déjà bio. Et c'était jamais qu'un retour aux sources. Alors je n'ai aucun mérite parce que ceux qui ont tout le mérite du bio, c'est ceux qui ont commencé dans les années 70. C'est eux qui étaient vraiment les précurseurs. Au niveau de tout ce qui est production biologique, je me rappelle tous mes collègues avant 91. 91 pourquoi ? Parce que c'est là où il a fallu légiférer au niveau européen. Donc à partir de 91, il y avait un cahier des charges qui était européen et soi-disant uniformisé. Bon, uniformisé, c'est toujours pas le cas à l'heure actuelle, ça c'est clair. 0 pesticides de synthèse ni engrais chimiques de synthèse, ça c'est clair. Ça c'est le bio, mais pas toujours de la même façon dans tous les pays ni les régions. Surtout accentué par les problèmes sociaux. Une main-d'œuvre en Pologne n'est pas une main-d'œuvre aux Pays-Bas, ni en Belgique, ni en France. Le taux horaire est tout à fait différent. Et contre ça, il faut se battre. Quand on va voir en Allemagne, où le bio est un peu moins cher, et qu'on voit des conteneurs en rang d'oignons, 2 de haut, 3 lignes, avec tous des Roumains casés dedans, ou des Ukrainiens en Allemagne, c'est légal chez eux et pas chez nous. Mais je dis, il est où le sens du bio là-dedans ? Ok, les gens qui travaillent en Allemagne sont payés bien plus cher qu'ils ne seraient payés chez eux. Mais ça sert à quoi ? Et ça se retrouve dans les grandes surfaces, c'est tout. Maintenant, le low cost s'est mis au bio. C'est la dernière arnaque du moment, quoi. Voilà, nous, on ne travaille pas avec ces gens-là. De toute façon, on n'a pas le débit. Et puis personnellement, moi j'en ai pas l'envie, c'est tout. Et j'en ai pas l'envie, pourquoi ? Parce qu'on a développé d'autres choses qui fonctionnent bien. Je fais partie de ceux qui disent que sans aide, ça aurait été bien. Ouais, le plan Marshall qui a toujours donné de l'aide à l'agriculteur, finalement l'agriculteur est là pour donner une nourriture pas chère aux clients. Comme ils disent à Bruxelles, le peuple doit manger pas cher et pas se plaindre. Et si possible, bon. En fait, ils s'en foutent que ce soit bon. Tant que c'est dans les cadres légaux, c'est bon. Mais nous, on aurait préféré une agriculture raisonnable et pas raisonnée, raisonnable, à savoir que la valeur du produit fini fait que tu puisses en vivre décemment et investir. Et payer tes salariés. Mais ça, c'est une chaîne économique. Ici, on en connaît trop qui vivent aux primes. Et ils ne sauront plus jamais s'en passer, quoi. Et même en bio, on a des gros metteurs en marché en dehors de la Belgique, sur les nouveaux pays, la nouvelle Europe, comme on dit.
c'est des gens qui, même en bio, ne vivent que par les primes, quoi. Et ces produits, vu l'ouverture des marchés, fait qu'ils arrivent chez nous à pas de prix. Et nous, on est qui là derrière? De nouveau, on est personne. Si les gens vont acheter du bio dans les grandes surfaces, on ne sait pas très bien d'où ça vient. L'étiquette le dit, normalement, d'où ça vient. Mais il n'y a qu'une main-d'œuvre que tu ne voudrais pas pour tes propres gosses. Il faut se remettre en question, quoi. Avec le local, on n'a pas le choix. C'est différent. La première chose, c'est d'avoir de la lumière. J'ai la chance de côtoyer, comme tu dis, beaucoup d'agriculteurs et surtout aussi en dehors du bio. Pourquoi? Parce que certains désirent y venir, alors ils se renseignent. Et ça, c'est un bon pas. Ils peuvent voir les difficultés. Et c'est vrai qu'en dehors du bio et surtout de l'économie locale, ceux qui travaillent pour les grands metteurs en marché, et j'entends par là ceux qui achètent, en Belgique, il y a 3-4 acheteurs pour tous les hypermarchés. Et pour les grandes chaînes, il n'y en a pas plus, c'est eux qui font la loi. L'État n'a aucun pouvoir là-dessus et ils font des marchandises pas chères. Et j'ai toujours cette discussion. Ils sont en train de faire de mes collègues les petits serfs des grands seigneurs. Donc c'est un peu moyenâgeux, je suis d'accord, mais ça veut dire que celui qui devrait être le premier qui donne la nourriture pour bien te nourrir, même en dehors du bio, pour avoir moins de problèmes, pour être fier de ce que tu manges, c'est eux qui sont devenus les petits serfs des grands metteurs en marché et de cette économie qui est autre. Et nous, on est tout à fait à l'inverse. On est à l'inverse, puisqu'on ne travaille pas avec ces gens-là. Et justement, dans le local, le client, ce n'est pas un acheteur. Le client, ce n'est pas l'acheteur qu'eux connaissent. Le client, c'est celui que nous côtoyons dans nos magasins de proximité et c'est celui qui vient nous faire un return de nos produits. C'est pas toujours comique, hein. Des fois, dans ma petite boîte, là, en self-service, j'ai un petit mot, tes pommes ne sont pas bonnes. Ok, il y a un numéro de téléphone, tu sonnes et tu dis pourquoi? Ah parce que quand je croque dedans, elle devient brune tout de suite. Oui, attends, nous sommes en été, toutes les pommes d'été s'oxydent très vite. Et c'est surtout la preuve que la pomme, elle est saine. Ah oui, oh pardon, je ne savais pas. Oui, mais attends, quand tu vas acheter une pomme au supermarché, quand elle est traitée par ci et par ça, elle ne s'oxyde pas. Elle ne s'oxyde pas, que j'y fasse moi. Voilà, et là on a un contact très 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 privilégié. Et je dis toujours, ce serait un rêve pour mes collègues nouvellement arrivés d'avoir cette économie qui les empêchera à tout jamais d'être les petits serviteurs de ces grands dieux de l'économie. Et il y a des maraîchers qui plus le vent en poupe, qui utilisent beaucoup, qui communiquent. Et là, franchement, ils ont tout pour être faciles. Tu peux avoir des poires au Flandriac, mais de Pologne. Nous avons créé notre réseau. Et c'est ça le but justement de tout ce qui est manger local, etc. C'est que créer un réseau, tu peux aussi t'aider toi-même. Hein, dis toujours, aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu t'aides pas, le ciel ne t'aide pas, quoi. Ça c'est clair. Il faut que le cycle se fasse et que le client attende nos produits. Avoir 12 mois sur 12 la même gamme, ça n'a pas de sens. Pourtant, je me rappelle très bien, lors d'une ouverture de magasin ici dans la région, il y a déjà plus de 20 ans, la responsable avait dit « je ne mettrai pas de fraises à Noël, je ne mettrai pas de tomates à Noël ». Je ne mettrai pas, elle a tenu 2 ans, parce que les clients allaient quand même acheter ça en bio, mais ailleurs, quoi. Donc ici, on a une saison de courgettes qui est sur la fin, vu l'époque à laquelle nous sommes. Les clients ont mangé de la courgette espagnole, voire marocaine, bio, et ils n'ont plus envie de la nôtre, quoi. Ouais, alors que dans leur jardin, ils en ont aussi et ils devraient comprendre le sens des saisons. Et c'est ça le but, c'est que justement, avec les associations, avec les coopératives, on essaye un peu de recréer ce tissu, d'abord le tissu agricole et le tissu social derrière. On ne peut pas se battre contre la mondialisation, même en bio, c'est pas possible. Il faut conscientiser le client, conscientiser nos collègues, que ce qu'on fait, on le fait bien. D'abord, on doit en être fier, en tout cas c'est mon cas. J'ai une entreprise qui tourne, c'est pas facile tous les jours. Nous avons encore eu une grêle samedi dernier qui m'a détruit une parcelle de poires, qui va plus grande parcelle de poiriers. On va transformer ces produits au maximum. Malgré tout ça, on y arrive et ça nous rend fiers. Et puis on peut encore former des jeunes qui sont là, qui voient nos difficultés réelles et qui décident après s'ils se lancent ou s'ils ne se lancent pas. Ouf, ça en fait des infos. Derrière le bio, de nombreuses réalités.
Du bio de loin, du bio d'ici, du bio de saison, du bio au gré des envies. Et la question du prix. On entend souvent que manger local, c'est plus cher. Mais tellement de facteurs nous semblent entrer en jeu. Les offres de circuits locaux, le cheminement de chacun, le respect des saisons, notre rapport à l'essentiel, sans oublier les économies potentielles liées à la santé. Et au-delà du prix, n'est-il pas pertinent de tenir compte, autant que notre budget le permet, des bénéfices de manger local ? Des bénéfices pour la société dans son ensemble, pour la santé publique, comme au niveau social et environnemental. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'aborder cette question. Mon histoire ici, dans cette ferme, qui est la ferme de la Sarthe, elle commence il y a 58 ans. Donc, c'est la ferme de mes arrière-grands-parents, qui à un moment donné est tombée à l'arrêt. Parce que mon grand-père, c'était l'époque où il fallait se moderniser. Et ma mère, qui était sa fille, avait marié un professeur. Donc ils se sont dit, c'est fini, la ferme s'arrête. Donc ils ont arrêté la ferme pendant assez longtemps. Et puis ça s'est mis comme ça que mon père a recommencé un peu à jouer, à être fermier. Moi, j'ai arrêté l'école assez vite. Et je me suis mis ici en disant, peut-être que je vais rester ici, faire quelque chose. Mais dans ma tête, j'avais vraiment rien de précis. C'est vrai que quand les vaches sont arrivées sur la ferme, c'était un tournant parce que c'était un peu plus sérieux quand même, les vaches. Voilà. Donc on a commencé très petitement, avec 2 vaches. Et de fil en aiguille, les gens sont venus, on me demandait les produits et on a commencé comme ça. Voilà. Donc j'ai été un peu poussé à être agriculteur, dans le dos. Voilà. C'est pas une décision vraiment réfléchie, ça s'est mis. Voilà. Et parfois c'est bien quand ça se met, c'est plus facile. Au fait, j'étais en grande découverte. La première fois que j'avais une vache qui avait lait, j'ai appelé le vétérinaire. Et il est venu, il m'a dit, mais il n'y avait rien à faire, pourquoi tu m'as appelé? Je n'avais jamais vu ça, quoi. Donc je me lançais un peu à l'aventure dans quelque chose que je ne me rendais pas compte. Heureusement, je trouve. Parce que quand on commence à se rendre compte, peut-être qu'on hésite plus facilement. Donc la fille avec qui je travaille pour le moment a repris le flambeau de la fromagerie, quoi. Voilà. Parce que travailler seul sur une ferme, quand on transforme, c'est quasi impossible, quoi. Parce que être le producteur, transformateur, vendeur, ça fait beaucoup de choses. Et alors, il y a quand même une dynamique qui se met quand on travaille à plusieurs, avec les aléas qui fait que, on doit s'adapter à une autre personne, une autre façon de faire. Et je dis souvent que ma ferme est assez chaotique. Parce que dans le chaos, à un moment donné, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va aller, tout est un peu en train de partir. Et puis, c'est un peu, je pense souvent à l'exemple du petit poussin. Un œuf, avant d'être un poussin, c'est pas terrible à l'intérieur. Mais quand il sort en poussin, c'est quand même joli, quoi. Donc j'aime bien ce thème chaotique, ce passage un peu intermédiaire où rien n'est bien mis. Et puis à ce moment-là, j'espère que le poussin sera beau après, quoi. Voilà. C'est pour moi une image assez marquante du chaos. Ce n'est pas négatif. De passer de temps en temps dans une période où tu ne sais pas quoi. Voilà. On a une production de lait de vache et pour le moment une nouvelle production de chèvre. Donc on transforme tout le lait en fromage. On fait aussi de la viande de porc et on a quelques poules. Voilà. Et Valentine va commencer du maraîchage un peu plus sérieusement. Donc on a quand même une belle palette. Moi quand j'ai commencé, j'ai tout de suite fait en bio. C'est parce que j'avais pas été imprégné par autre chose. Donc j'ai eu assez facile de faire en bio parce que je n'avais pas d'acquis d'autres façons de faire. Ici, je me suis dit, je vais produire ce qui est juste sur ma ferme pour que ma ferme soit non pas dépendante de l'extérieur, mais qu'elle soit forte par ce qu'elle peut produire par elle-même, quoi.
Voilà. Donc elle va grandir par sa propre force. Et ça permet d'avoir une très grande autonomie et financière et de production, de pouvoir maîtriser ça, quoi. Ce qui nous a permis quand même de développer une petite ferme pour pouvoir vivre, quoi. Mon choc, c'était la rencontre à l'âge de 17-18 ans, je pense, de la biodynamie. J'ai eu la chance d'aller à un séminaire de 3 jours en France. Et là, je croyais qu'on allait parler d'agriculture. Et au fait, on a parlé d'agriculture et de culture. Et je me suis rendu compte qu'on faisait un métier qui pouvait être très vaste. Pas uniquement produire bêtement, entre guillemets, mais on pouvait se rendre compte qu'il y avait un partenariat énorme avec la nature, avec le ciel, avec le cosmos, avec tout ce qui nous entoure, et qu'on pouvait agir dans le vivant très fortement. Et pas uniquement produire de la matière, mais produire des aliments vivants pour donner la vie autour de nous, quoi. Et je me dis, ça c'est quand même super. On n'est plus simplement des producteurs, on va produire des choses vivantes, on va travailler dans le vivant. Et le vivant, pour moi, c'est pas si facile que ça, de mettre du vivant dans la matière. Et si on utilise des produits qui tuent, c'est pas facile de faire des produits vivants. Donc moi d'office, je me suis dit, il faut faire en sorte que la vie se développe, qu'il y ait la fécondité, qu'il y ait la fertilité. Ce sont des choses qu'on ne peut pas acheter. Tu ne peux pas acheter la fécondité si tu ne peux pas acheter la fertilité. La vraie fertilité, quelque chose qui vit, quoi. Et donc j'ai opté pour aller vers le vivant et non pas vers le morbide. Actuellement, beaucoup de fermes sont très rentables, mais on n'utilise que des produits qui tuent. Si on réfléchit un peu, c'est un peu bizarre de faire à manger avec des produits qui tuent. Pour définir la biodynamie, il faut peut-être se rendre compte qu'il y a des forces qui nous entourent. Voilà, dans la lumière, dans l'air, dans l'atmosphère, autour de nous, nous sommes entourés de forces. On le ressent parfois quand on va dans certains lieux ou bien au printemps, on dit tiens, il y a la force de la nature qui est là. En fait, la biodynamie va essayer de capter ces forces qui nous entourent et grâce à ces forces de donner une influence sur la matière. Donc on va essayer par des préparations de plantes, entre autres, on va faire en sorte que la plante qu'on va cultiver, la fumure qu'on va utiliser, soit plus consciente, réceptive aux forces qui nous entourent. Je ne me sens pas en paix, je me sens partenaire avec elle. Tu vois, parce que l'agriculture et l'élevage, il n'y a rien de naturel là-dedans. On dénature tout pour l'homme, qui devient humain. Est-ce que la nature se laisse faire? Les animaux se laissent faire. Mais nous, on doit aussi leur donner quelque chose. On doit nous donner du temps pour elles, on doit l'admirer, on doit travailler ensemble. Ce n'est plus prendre pour soi, mais c'est aussi donner. On donne de son temps à ces animaux, on donne de son temps pour produire. La notion de donner, de don, pour moi, est importante. Il faut que ça soit un échange et pas s'accaparer de la nature, quoi. Et l'homme peut arriver à faire de belles choses avec la nature et les animaux. This world feels diseased, standing on the edge of the earth. Won't they open their eyes widely to see life? Je pense que la grande différence, c'est comment les aliments sont pensés, comment l'agriculteur a travaillé dans sa tête et dans son cœur pour faire ses produits. Parce qu'on parle toujours de la qualité, je pense que c'est une qualité qu'on oublie un peu. Dans quel esprit le producteur produit? Avec quelle chaleur humaine il le fait? On a besoin d'avoir des produits humains pour devenir humain. C'est très important de savoir qui te fait à manger, je pense. Quand tu sais mettre un visage, si tu es nourri par une machine ou si on nourrit ses enfants mécaniquement, je pense qu'on peut devenir gravement malade.
Voilà. C'est peut-être une maladie qu'on oublie, c'est ce côté chaleureux de la nourriture qui est transmise que par l'homme, je pense, et pas par autre chose. Pour moi, c'est une grande différence dans quel esprit on travaille dans une ferme. Souvent, le problème qu'on a, on fait un plan financier, on veut le mettre sur une ferme. Et moi, je pense que c'est le contraire. Quand tu es un bon paysan, tu connais ta ferme et tu dis, ma ferme, elle doit faire ça, et pas plus, ou se limiter à ça. Et si tu fais ce qui est juste, tu auras juste les animaux qu'il faut, tu auras juste la fumure qu'il faut, et tu auras ton économie très saine. Tu ne seras peut-être pas très riche, tu ne seras peut-être pas très pauvre, mais tu seras dans, j'estime, une certaine abondance. Une certaine abondance, ça veut dire que tu vois venir les choses sereinement. Parce que tu sais gérer. Voilà. Et pour pouvoir gérer, il faut être maître de sa production, de sa transformation et de sa vente. C'est très important d'être autonome, non pas uniquement pour ses fourrages, mais dans ses décisions financières, être autonome, c'est très important. De ne pas devoir faire un choix parce que la banque te dit que, ou faire un choix parce que économiquement tu dois produire pour vendre. Non, tu dois faire ce qui est juste. Et je pense que ce soit grand ou petit, peu importe, mais il faut faire ce qui est juste sur ta ferme. Et d'office, ton économie sera saine et tu pourras vivre sainement. Quand on travaille avec d'autres personnes, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a d'autres idées qui vont venir, d'autres façons de vivre. Et voilà, moi je travaille avec des personnes plus jeunes que moi, donc avec peut-être d'autres envies, d'autres besoins. Donc on va opter pour un système où il y aurait un pot commun. On va mettre tout dans le même pot et chacun aura, j'espère, un salaire équivalent. La ferme fait un ensemble. Si tout le monde a la conscience de travailler pour l'ensemble, ça va être juste. On travaillera pour que tout le monde soit bien. C'est une solidarité dans l'économie et dans les finances qu'il faut avoir. Ce n'est pas des calculs. Ah, joli bouc. C'est le bête. Ouais. C'est le bête, ah oui. Ouais, même pas cette question-là. C'est sont mauvais et c'est chiant. C'est comme ça. Si tu vois ici dans la ferme, on ne marque pas beaucoup bio. On n'a pas marqué produits biologiques, on fait juste les produits d'ici. Et de plus en plus, les gens d'ici viennent parce que ils viennent plutôt dans une ferme en disant ben voilà, c'est bon, c'est produit, on connaît le monsieur qui les fait, on a vu ses vaches, on sait ce que c'est. Je trouve que local, c'est quand tes voisins viennent et apprécient tes produits, là je suis content. Je trouve que ça vaut la peine d'acheter localement. Mais toujours cette relation humaine est très importante, je trouve, pour moi. Le local, pour moi, c'est voir la personne qui fait à manger pour toi. Voilà. Mais consommer que local, je trouve ça, ben voilà, moi je mange du chocolat, j'aime bien le café. Je trouve que les échanges entre cultures, c'est aussi très intéressant, quoi. On ne peut pas vivre uniquement ici sur la Sarthe et rien voir autour, quoi. Le monde est vaste et il y a plein de belles choses. Qu'on fait partie de l'univers. On fait partie du monde, de ce qui nous entoure, de la nature, de tout, voilà. On doit faire avec la nature et ce qui nous entoure. On doit être en accord avec elle et l'aimer. Avoir un ressenti chaleureux vers ce qui nous entoure. Et pas se dire l'homme détruit tout, non. L'homme peut être très bien et peut faire des chouettes choses et peut être un bon gestionnaire. Le témoignage de Damien, son regard ouvert et nuancé, nous rappelle que nous sommes tous un peu incohérents. Oui, nous sommes tous incohérents. On a beau défendre une approche locale de notre consommation, il est difficile, voire impossible, d'être cohérent à 100%. Que ce soit comme Damien, parce qu'on aime le café, ou comme nous, parce que nous voyageons avec nos smartphones. L'essentiel est sans doute de reconnaître cette incohérence et de tendre vers un mode de vie, de consommation, qui a selon nous le plus de sens et qui nous procure le plus de plaisir. Coming
Je m'appelle Adrien, je travaille chez Agribio comme meunier et artisan pâte. Ça fait un peu plus de 2 ans et demi. Je suis arrivé ici par différentes rencontres. C'était pas du tout mon chemin. Aujourd'hui, j'ai un métier qui me plaît pour plein de raisons, parce que ça a du sens pour moi, parce que c'est un métier qui me paraît juste. Je me sens bien dans ce que je fais. Un des beaux aspects de ce métier aussi, c'est que on travaille, on fait un beau produit, mais aussi on travaille dans un super cadre. Le matin, quand je viens, je suis à moins de 10 minutes de chez moi et je pars pas pour aller travailler à l'usine, quoi. Je vais travailler dans une ferme, c'est une magnifique ferme, tout est en bois, en pierre. L'atmosphère est toujours très douce. On a un employeur qui nous soutient, qui nous fait confiance. Il y a une dynamique d'entreprise qui est très énergique. Pour moi, c'est un plaisir de venir bosser. Et sinon, je ne le ferais pas, simplement. Donc ça, on veut quand même garder. Donc ça, en général, on le refait passer. Mon métier d'animateur ne m'animait plus. J'avais plus l'énergie de rentrer en contact avec les jeunes, avec mes collègues de manière positive. J'étais plus là, j'étais plus disponible mentalement. Le jour où on m'a appelé pour me dire qu'il y a un boulot de meunier, ça m'a fait un petit peu rire. J'avais un petit sourire en me disant ouais, meunier, mais oui, je sais ce que c'est, mais je n'arrivais pas à le voir de manière concrète parce que ça me paraissait disparu en fait comme métier. Ce qui m'anime dans mon travail, c'est vraiment le fait que ce soit un travail très concret, de voir l'arrivée du grain, de savoir d'où il vient, d'en avoir la maîtrise jusqu'au bout. Donc, c'est-à-dire de le voir se transformer en farine, de le voir se transformer en pâte, de le voir se transformer en pain chez mes collègues boulangers. C'est surtout cette sensation de justesse, l'impression d'être le maillon d'une chaîne qui est juste, tant sur le plan humain que sur le plan alimentaire. C'est un des éléments que j'ai cherché au moment où j'ai fait une transition dans mon emploi, où je cherchais vraiment à être un maillon juste dans une chaîne qui avait du sens pour moi en tout cas. Ils ont besoin d'une star. Eh ben, elle est là. Une consommation locale a été de prendre un plaisir gustatif beaucoup plus important qu'avant. Ça m'a permis de ralentir aussi ma façon de vivre, de prendre le temps. Ça nous a beaucoup apaisés. Au niveau bien-être physique et mental, pour moi c'est indescriptible. J'ai changé mon mode de vie, mon mode de consommation. Je me sens beaucoup mieux. J'ai de l'énergie du matin au soir, malgré le travail physique que je fais. Et ça, je suis certain que c'est la consommation, c'est bien manger, de savoir ce que je mange aussi. Je pense que dans ma tête, ça joue. Et ça m'a aussi apporté plein de belles rencontres. La ferme où on fait nos courses, voilà, on adore y aller, c'est une sortie en famille. Les enfants, ils adorent aller faire les courses. Et ils font pas de crise, parce qu'on va juste dans une ferme chercher des légumes, chercher du fromage. Et puis après, on va voir les poules, on va voir les ânes, et puis on va voir les chevals, et puis après, on rentre. On a un petit magasin de vrac à la lagune, juste à côté de la ferme. Ce sont des gens maintenant qu'on connaît, avec qui on a du plaisir à discuter, qui ont du plaisir à nous faire découvrir leurs produits, qui maintenant achètent nos produits, enfin achètent les produits Agribio, parce qu'on en a discuté. Donc ça nous a offert aussi un beau réseau et plein de belles rencontres. Et ça fait 2 ans et demi que je suis ici, j'ai toujours l'impression que il y a une émulsion vers le beau et vers le mieux, dans cette consommation en tout cas. Dans notre façon de consommer, on trouve beaucoup de justesse. Au moment où le sens se perd, où nous nous épuisons autant que la terre, notre lien à elle se resserre et nous appelle à nous réinventer. Un peu comme Quentin qui, sur le point d'obtenir son doctorat, a décidé de tout abandonner pour prendre un virage à 180 degrés. En fait, oui, j'étais scientifique, je me plaisais bien là-dedans. Je travaillais pour un centre de recherche agronomique. Mais la vie m'a envoyé des signaux. Bon, d'abord, je me sentais mal tout le temps à l'intérieur, etc. Partir le matin de chez moi et qu'il faisait noir, et rentrer qu'il faisait noir, c'était insupportable pour moi. Mais après aussi, il s'est passé des choses dans ma vie, des décès, un divorce, c'est des choses qui secouent
et qui à un moment nous amène à nous demander mais est-ce que ce qu'on fait là, ça a vraiment du sens? Mais c'est vrai que je ne suis pas issu du monde agricole, donc la plus grosse difficulté, c'était de trouver de la terre. Et finalement, tout mon projet a pu se réaliser grâce à des collectivités, des mouvements citoyens et du lien social. Faut savoir qu'à l'époque, il y avait une ferme près de chez moi, la ferme de la Sarthe, qui était en danger. Et Terre en Vue aidait cette ferme-là. Et donc j'ai rejoint un collectif pour aider le sauvetage de cette ferme-là. Et dans la foulée, j'avais déjà le projet dans la tête quelque part. Et dans la foulée, on a sauvé cette ferme. Dans la foulée, il y avait d'autres terres qui avaient été acquises. Et comme j'avais une main dans ce collectif-là et que j'étais en recherche de projet, eh bien, ce collectif-là m'a proposé de reprendre la gestion d'un terrain. Et c'est comme ça que j'ai eu cette première terre-là. Aujourd'hui, ce que j'ai constaté dans l'agriculture, c'est que l'un des gros problèmes des agriculteurs, c'est qu'ils sont endettés et finalement, ils sont coincés. Ils n'ont plus le choix de pouvoir faire les choses parfois dans leur valeur parce qu'ils doivent rembourser des prêts. Et je ne voulais pas rentrer dans ce processus de prêt. Donc j'avais eu de la chance. J'avais une terre qui était un bien commun chez Terre en Vue qui m'a été confiée. Mais après, il y a des investissements aussi à faire. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ne pas faire participer les citoyens, et j'ai fait un parrainage de vergers. Et donc chacun de mes arbres, un par un, une marraine, et donc mon verger, alors qu'un verger ça a un coût parfois de 5 000 € pour le planter, mais là ça ne m'a rien coûté parce que chaque personne a mis un petit peu pour ces arbres-là. Ensuite j'avais un bâtiment que je voulais installer, j'ai fait appel à une plateforme de crowdfunding. Ça m'a permis encore de créer du lien, ça a renforcé ma clientèle, c'était assez intéressant. Il y a aussi des gros chantiers, parfois on a un gros travail à faire, alors soit on fait venir un entrepreneur, soit on le fait soi-même, mais parfois le faire tout seul c'est pas facile. Il y a ce qu'on appelle les brigades d'action paysanne. J'ai fait appel aux brigades d'action paysanne. Pour tout ce qui est l'écoulement des produits, on peut aussi faire appel à des collectifs, il y a des coopératives, il y a des applications comme Manger Local et toutes sortes de solutions qui permettent à l'agriculteur de se décharger, de se décharger d'investissements financiers, de se décharger d'énergie, de se décharger de la solitude par les citoyens et le réseau. Et je pense qu'une toute petite ferme comme la mienne, si elle veut vivre, elle est obligée d'être connectée à son réseau. Et c'est pour ça que dès le départ, j'ai construit même ma ferme sur le réseau, sur l'épargne citoyenne, sur cette dynamique collective finalement, quoi. L'aventure se termine. Une aventure humaine avant tout, une incroyable expérience rendue possible par beaucoup de motivation, de soutien et d'entraide. On a parcouru plus de 1000 km à vélo, accueillis à bras ouverts par des dizaines de producteurs et même par des citoyens. Lors de la plupart de nos étapes, on amenait des produits d'un producteur à la table du suivant. L'occasion de partager et d'échanger sur les savoir-faire des uns et des autres. Et de nourrir le bouche à oreille qui a tant guidé notre cyclopériple. On aurait voulu partager plus, montrer tous ces visages. Mais au fond, consommer local, faire attention à notre santé et avoir un mode de vie simple, enfin, je veux dire, c'est une telle source de bonheur que je vois pas pourquoi on devrait s'en priver, quoi. L'alimentation, c'est un bon moteur de changement. Ça, je l'ai bien remarqué. N'enrichissez pas le Brésil, enrichissez les gens en Belgique aussi. Toutes ces initiatives plus inspirantes les unes que les autres, pour que rayonne davantage encore l'énergie et l'enthousiasme de nos rencontres. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont aucune compétence, par exemple. Or, c'est pas vrai. La moindre personne a des compétences et peut faire des choses. Donc ça, c'est une chose. Il y a moyen de s'investir et ce qu'on a de plus précieux, c'est le temps. De toute façon, parce que ça, on ne peut jamais le rendre à quiconque. Donc voilà, c'est le temps. Donc quelqu'un qui donne du temps à un projet ou qui devient lui-même porteur de projet parce qu'il a des belles idées, parce qu'il a accès à un terrain, parce qu'il a un ami producteur qui peut aider n'importe quoi. Enfin voilà, il faut le faire, il faut y aller. Au-delà de l'espoir qu'elles ont suscité en nous, elles nous ont donné l'envie d'agir, de les soutenir, de s'ancrer et de s'engager dans nos territoires respectifs. Les crises récentes nous ont montré l'importance de relocaliser la production alimentaire pour éviter les pénuries. Ga naar de Carrefour of de Deleuze of de Lidl om wc-papier te kopen, maar laat, laat, voeding daar zitten, want ik denk dat het ook belangrijk is dat mensen zich terug verenigen. En dat mensen zich ook verenigen. En dat mensen zich terug 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 verenigen. En dat
en durven nee zeggen tegenover dit soort van situaties. Dat ze durven op straat komen, zeer concreet om te zeggen wat er moet gebeuren. Niet alleen een beetje betogen tegen CO2 en zo, maar duidelijk zeggen, kijk, wij willen een solidaire maatschappij en wij gaan samen met anderen onze eigen voeding creëren en wij willen daar overheidssteun voor. Die moet komen van de multinationals naar ons. Pour bien manger, il faut toujours trouver le temps, je trouve. Il y a toujours moyen de trouver 2-3 heures pour aller dans le magasin du coin, ça va pas qui fait du local, ou même une fois par mois, petit à petit, vous allez voir le plaisir, le gustatif que vous allez avoir en rencontrant surtout les producteurs. Moi, je trouve ça génial. Et si c'est une fois de temps en temps, c'est déjà ça, il ne faut pas se mettre la pression non plus, c'est petit à petit, voilà. On veut profiter des anciens savoirs qu'on a depuis des générations, mais les utiliser dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde qui est plus moderne, qui est peut-être un peu plus connecté aussi, mais avec de nouvelles techniques, les nouvelles recherches. Donc c'est pas du tout un retour en arrière, c'est vraiment je dirais un retour en avant, en fait, ou un aller vers l'avant, parce qu'on veut aller vers quelque chose de différent, mais de plus petit, de plus respectueux de la terre et des hommes. Ça va t'apporter un tissu social autour de chez toi parce que tu vas donner de l'argent au fermier, tu vas donner de l'argent à l'ouvrier, tu vas donner de l'argent à l'artisan qui a fait ton produit. Donc, au point de vue social, c'est important. Donc, tu vas générer une activité économique dans ton pays. Ça bouge, on est nombreux, vous êtes la preuve, c'est pas pour rien que vous arrivez à faire un tour de Belgique comme ça avec une liste de producteurs donc il faut soutenir. Ik denk door te eten en bewust te eten, en dan heb ik het niet over een dieet of zo, of over hoe dat je je maaltijd klaarmaakt, maar waar komen je producten vandaan, hoe worden ze geteeld. Dat eigenlijk dankzij de keuze die mensen hebben, ze ook echt wel effectief kunnen meewerken aan een betere aarde. Door te eten, zonder eigenlijk meer te doen. Gewoon door te eten. Voilà, on va manger belge. Si un jour voilà, on veut casser un peu cette mondialisation, retournons un peu aux sources et mangeons ce qu'il y a chez nous. Important. Heureux hasard ou simple rendez-vous, notre pays regorge de bonne volonté prête à relever le défi. À nous de créer un nouveau cycle. Alors, on commence quand ? Don't you stand upon me. I will wait for your stubborn gate to end. Après Tandem Local, j'ai dû recommencer à travailler dans le bâtiment. Et puis j'avais toujours l'envie de lancer une parcelle maraîchère. Et c'est clair qu'avec Tandem, j'ai encore eu plus d'envie à faire cette parcelle. Et donc j'ai contacté mon ami en lui disant, écoute, dès que tu reviens de voyage, est-ce qu'on ne lancerait pas notre parcelle? Et en effet, elle est rentrée à cause du problème du coronavirus, elle est rentrée plus tôt. 15 jours après, on commençait déjà à commander le tunnel, à commander tout ce qu'il fallait. Quand on a ouvert la première fois le magasin, on a eu un monde de fous. Les gens attendaient, en tout cas dans mon village, à pouvoir manger des légumes de chez eux. Et donc on est vraiment soutenu par les villageois dans notre projet. Et ce qui me tenait à cœur, c'est d'alimenter les gens naturellement, car c'est les valeurs qu'on a vues aussi chez les producteurs chez qui on a été. Et le maraîchage était le métier qui me plaisait le plus. Et donc j'ai vraiment voulu lancer ça, mais il m'a fallu 5 ans avant de démarrer mon maraîchage. D'un côté, je suis content d'avoir attendu parce que quand on voit ce qu'on a mis en place ici en peu de temps, c'est superbe. T'as bien aimé ce qu'on a fait? Oui. Oui? Qu'est-ce qui t'a plu, toi?
dans ce qu'on a fait. Ben, tu as été partout, que tu as vu le producteur et que tu as fait du vélo.